Bon les amis, on se retrouve avec mon ami Johan. Johan MCR Performance Normandie, pour ceux qui ne connaissent pas encore, qui s'occupe de toute la gestion, les cartos, etc. Pour nos différents projets. Et aujourd'hui, il va s'occuper d'un peu autre chose que les cartos. Parce que l'ancien métier de Johan, c'était forgeron. Non, je déconne. Il était comme ça, il tapait, il faisait des lames pour le Seigneur des Anneaux. Non, blague à part, il était chaudronnier, donc il maîtrise bien la soudure, bien mieux que moi la soudure, et surtout les différents types de soudure. Et sur notre boîte de Jeep Cherokee, en fait, il y a une maladie. Vous voyez, c'est bien dégraissé ici. Ici, on a le démarreur qui vient se positionner. Alors, je ne touche pas parce qu'on a bien nettoyé. Et en fait, le démarreur a tendance à abîmer la boîte. Et là, en l'occurrence, c'est le cas. On voit qu'il y a une amorce de fissure ici sur à peu près 4-5 cm. Donc, on pourrait techniquement le remonter comme ça, mais la boîte étant fragilisée, tôt ou tard, on va casser la cloche de démarreur. Et donc, du coup, ça va être problématique parce que tu te doutes bien, si la cloche des démarreurs n'existe plus, bah, il ne peut plus démarrer. Parce que le démarreur vient se fixer là. Donc là, l'idée, c'est que Johan, avec le TIG, il vienne nous refaire une soudure des deux côtés pour venir tout simplement consolider la faiblesse de la boîte et qu'on n'en parle plus ensuite. Je tenais à remercier Vevor qui m'a envoyé un petit TIG MIG MMA, baguette, tout ce que vous voulez, 200 ampères. Donc, petite présentation vite fait. Je ne l'ai pas encore utilisé, c'est Johan qui va le tester, donc il va un petit peu le découvrir. Et il pourra vous donner un avis de professionnel également dessus. Là, vous êtes sur un prix aux alentours de 250 €, donc on est clairement sur du pas cher. Ça fait MIG avec gaz et sans gaz, donc vous pouvez faire les deux. Ça fait baguette, donc arc. Ça fait également TIG, donc encore une fois, pour 250 €, on est vraiment sur du matériel qui fait tout pour pas cher. Après, c'est sûr que c'est clairement moins bien qu'une marque professionnelle, parce que ça, en professionnel, vous avez pour 2 000 à 3 000 €. Donc remettons dans le contexte. Après, l'idée, c'est de voir si oui ou non ça fait le boulot pour un particulier bricoleur. Une entreprise ne se sentira pas concernée par ce matériel-là. Donc, je vous mets bien évidemment le lien en description de la vidéo si vous souhaitez vous procurer ce matériel-là. J'ai testé en MIG. Franchement, ça marche super bien, aussi bien que mon GIS. Donc, pour le coup, il n'y a rien à envier. Voilà, le MIG, ça marche très bien. La baguette, ça marche très bien. Le TIG, je ne maîtrise pas. Donc, du coup, je délègue ça à Yo-Yo qui va nous faire une petite démonstration et voir si au niveau du TIG, ça marche correctement. Au niveau du TIG, petite chose importante, ça va nous servir au-delà de faire le Jeep, ça va aussi nous servir à fabriquer avec Johan toute la partie admission de la Mégane 3 RS. Le projet Mégane 3 RS de course qu'on est en train de faire, pour la passer à 600 chevaux, il va falloir que toute l'admission qui est en pression, donc tout ce qui est après le turbo, soit en rigide pour éviter que ça se déboîte et qu'on ait une dilatation des durites. Donc avec Yo-Yo, on va fabriquer toute l'admission en fait en aluminium rigide, et donc on va également se servir de ce TIG là. Donc ça permettra aussi de pouvoir vous faire un feedback dans des vidéos futures sur notre avis sur ce petit Vevor. Alors oui, vous avez 5% avec le code GLB que je vous mets en description de la vidéo également. Donc écoutez, on va laisser Johan tranquillement souder ça. Alors ce qu'il faut savoir, ce qui est logique d'ailleurs, c'est comme tous les postes à souder, c'est pas vendu avec la bouteille de gaz. Donc soit vous utilisez du fil no gaz, soit vous faites du TIG ou du fil, vous avez besoin de gaz, et dans ce cas il faut racheter la bouteille de gaz et le détendeur, j'insiste. Mais ça c'est pour tout le monde, hein. C'est juste que vous ne faites pas avoir. Et moi je ne connaissais pas du tout le TIG, et avec le TIG, on appelle ça comme ça, les tiges en tungstène. Le tungstène. Voilà, le tungstène, c'était pas fourni non plus avec, ce qui est logique parce que c'est du consommable. Mais moi je ne savais pas, je n'ai jamais soudé avec le TIG. Donc voilà, si jamais vous voulez acheter ça pour faire du TIG, sachez qu'il vous faudra un détendeur, une bouteille de gaz et des tiges en tungstène 2 mm, parce que sinon il faut racheter les buses avec. Ça peut aller de 1,6 à 2,4, mais vous n'avez que la 2 mm qui est fournie avec. Donc je laisse le professionnel faire. Donc là au niveau des réglages, en fait on peut gérer l'ampérage et voltage. Donc du coup Johan va y aller un petit peu à tâtons pour voir comment réagit la boîte. Là on a la petite baguette d'apport, donc ça en fait c'est des petites tiges d'aluminium tout simplement, que tu vas venir je suppose reconstituer avec ça. En fait, tu viens fondre, tu viens créer un bain et dedans, tu rajoutes du métal. Voilà, c'est ça. D'accord. Et donc, je suppose que la complexité, c'est de maintenir un bain à la bonne température pour ne pas percer, mais aussi pour pouvoir fondre ton métal d'apport. Tu fondes suffisamment sans percer et faut plus chaud. Bon, alors là, on va voir déjà si c'est soudable. Parce que Johan vient de faire un petit essai, donc là, pour voir un petit peu comment fonctionnait le poste à souder sur une petite pièce. Putain, quand même, il a de la chance, hein, gagne. Il débute sur une pièce en Porsche. Non, c'est le seul morceau sur de la pièce Porsche. C'est le seul morceau qu'on a trouvé d'aluminium dans le garage. Donc là, en gros, l'idée, c'est de voir déjà si c'est soudable. Parce que selon les alliages, ils nous expliquaient que c'était pas forcément soudable.
et du coup c'est pas soudable. C'est On ça. va te charger, on va te charger. Oh là là. Putain, on voit que dalle. Non, à part en prendre plein la gueule, ça me défonce le tungstène. Alors on va essayer de descendre carrément d'intensité. Ah, et là on voit mieux déjà. Bon, on a changé de technique parce qu'en fait au TIG on n'arrive pas à ressouder la boîte. Certainement s'il faudrait chauffer la boîte, en fait c'est mon tungstène. Donc là ça n'a rien à voir avec le poste à souder. C'est le tungstène en fait qui vient se fondre au lieu de faire un bain. Donc on ne sait pas si ça vient de mon tungstène qui est de mauvaise qualité ou la boîte, l'alliage qui est trop dur. Par chance, parce que j'ai quand même l'habitude d'avoir genre pas de bol, donc je me suis dit je vais acheter quand même du fil aluminium pour venir souder avec un MIG. Et là on arrive à faire des... Donc là on a trouvé le bon réglage, donc Johan il va y aller. Donc là en fait l'idée qu'on a c'est de venir vraiment remplir le creux entre les deux. En fait ça fait deux encoches de vis, ce qui fait qu'on a une faiblesse au niveau de la cloche à cet endroit là. Donc l'idée c'est de carrément en fait combler cette faiblesse là avec la soudure. Comme ça on va venir en plus renforcer la boîte. Là, les trois vis là c'est le démarreur, la boîte elle tient là et là. Ouais. En fait tu as tout le poids, parce que le démarreur il est, attention, hein, le démarreur c'est un truc de camion, il est comme ça. Donc en fait il tient juste par ici et sur le moteur mais tu as une vieille équerre mais de menuiserie limite quoi, qui fait un petit 90 qui vient supporter un peu le poids. Ouais, d'accord. Et en fait le démarreur est tellement gros qu'elles ont tendance à péter et quand la petite équerre pète, bah, tu as le poids en plus, donc du coup en fait quand il va venir se lancer il va venir crocher, tu sais, il va faire effet de levier et elles cassent tous comme ça. Donc là nous on a de la chance de s'en être aperçu avant qu'elle s'ouvre au complet, mais on voit bien que ça avait commencé à travailler sérieux. Attends, bon, ça va en vrai. Tant que c'est chaud, c'est quoi, on va remplir tout de suite. Parce que la température avec l'alu, c'est hyper important. Bon, là je suis en train de meuler les soudures que Johan nous a fait pour un côté esthétique et surtout là sur le plan de surface de la boîte, que ça ne vous pose pas problème après. Donc après on va venir poser le mécanisme, etc. Voir s'il est... Parce qu'on a vraiment fait des rajouts de soudure ici pour vraiment recharger la boîte, pour vraiment que ce soit beaucoup plus solide qu'à l'origine. Donc c'est esthétiquement pas joli, mais au moins ça va être beaucoup plus résistant. Donc là j'ai bavure pour redonner un petit côté propre, mais ça devrait plus bouger. Bon, maintenant que notre boîte de vitesse elle est réparée, il nous reste un petit joint de la boîte de transfert à remplacer. Donc là c'est le joint spi de sortie d'arbre de boîte de transfert, direction l'essieu arrière. Donc il est totalement mort, il fuit, il est plus du tout étanche, et ça depuis qu'on l'a acheté, donc on en profite que ce soit déposé pour le changer. Donc là normalement il y a juste à le taper et il devrait sortir. Hop là. Bon, maintenant on va venir remplacer le petit joint spi qui vient là. Donc pour ça j'ai une douille qui fait bien la bonne taille. Sans douille, vous le cassez à coup sûr. Ok, donc ça c'est remplacé. Maintenant, avant de mettre la boîte de vitesse, il nous reste le volant moteur à remettre, l'embrayage, nettoyer la petite plaque de fermeture de la boîte ici, et puis après on repose la boîte. Bon, donc là on prépare toute notre partie fourchette, non je dis des bêtises, si fourchette d'embrayage, oui on va appeler ça comme ça, c'est une fourchette d'embrayage. Donc je mets un petit peu de graisse dessus. Si je ne le graisse pas comme ça, avec l'humidité ambiante, en fait il va rouiller. Et après ça peut venir gripper un petit peu le bon fonctionnement de ma fourchette. Et c'est là que tout commence en termes de problème. Alors, là on a commandé une fourchette d'occasion. Parce que vous souvenez-vous, la fourchette elle était pliée, cassée. Donc on ne pouvait pas remonter. On a une butée neuve.
Donc là, on va venir la placer, je vérifie. Si elle a un sens, pour moi, elle n'a aucun sens. Le roulement est impeccable. Elle vient se pincer là. On a 2 petits ergots dessous qui viennent se clipper là. Donc là, jusque là, très simple. Tac, tac, voilà. Donc elle bouge plus. Maintenant, il faut qu'on repositionne notre bille. Alors la bille, ce que je trouve relativement surprenant, c'est qu'elle ne tient pas, elle est juste posée. Donc je vais lui foutre de la graisse pour entre guillemets la coller le temps du montage. Parce que si pas de graisse, elle va tomber et c'est sûr que quand on va remonter la boîte, on va avoir un problème. Donc là, je bourre le petit trou. Pareil, de graisse. Tac. Voilà, techniquement, la graisse, ça sert à ça. Pour éviter tout problème. Donc, on repositionne ça. Hop. Et voilà. Je vais pas plus loin, parce que vu que j'ai mis de la graisse sur mon axe, en fait, l'axe du coup, enfin la fourchette bouge pas trop, ça fait un petit peu collant. Et ça me permet aussi de maintenir une certaine pression ici. En gros, après, j'ai mon récepteur d'embrayage qui va venir ici et qui va avoir tendance, qui va tout simplement venir pousser ma fourchette. Pour l'instant, j'y touche pas parce que plus je vais le faire, moins ça va coller, et moins ça va coller, plus j'ai de chances que la petite bille tombe dans la boîte au moment de remonter. Et ça me ferait chier parce qu'il faudrait refaire le boulot 2 fois. Donc là, pour l'instant, c'est prêt. Maintenant, on passe sur la voiture, on prépare tout, on remonte le volant moteur, l'embrayage et go. Pour le volant moteur, on a notre volant moteur d'occasion qu'on a reçu. Donc on va lui mettre un petit coup de propre. Là, il n'y a pas besoin de passer quoi que ce soit dessus, hein. Au premier coup d'embrayage, ça va partir, c'est comme une plaquette de frein. On met une petite goutte de frein filet moyen sur nos vis de volant moteur et serrage à 55 newtons. Et on vient placer ça dessus. Donc là, 55 newtons, comme indiqué dans l'RTA. Bon, tous les outils que j'utilise, je vous mets les liens en description de la vidéo si ça vous intéresse. 50, 50. Avant de poser notre boîte de vitesse, il nous reste une dernière chose à mettre, l'embrayage et son mécanisme. Donc là, on va avoir besoin d'un petit centreur d'embrayage, centreur disponible sur mylittlegarage.fr si vous le souhaitez. Je vous mets les liens, comme tous les outils, en description. C'est un centreur universel. Alors, avant, moi j'ai connu dans les années 2010, 2015, quand j'ai commencé la mécanique, quand tu changeais un embrayage, tu avais toujours le centreur d'embrayage fourni avec. Je vais dire, depuis 5-6 ans, il n'y a plus, j'ai jamais vu un centreur fourni avec. Avant, c'était en métal, après on a baissé, on est passé sur du plastique. Et maintenant, bah voilà, c'est vendu en mode démerde-toi, quoi. Alors là, obligatoire, hein, dégraissez bien votre plateau avant. Il y a des graisses dessus pour le stockage pour éviter que l'humidité puisse venir rouiller la pièce. Donc si on ne veut pas avoir un embrayage qui patine. Donc là, on met la petite tête qui va bien avec notre embrayage. En l'occurrence, moi, c'est celle-là. Voilà, première chose, on vient visser ici, là. On vient visser notre tige pour que ça vienne bien prendre le disque. Hop. Je vais mettre comme ça. Voilà. C'est pas facile de le faire et de vous montrer en même temps. Donc là, hop. Ensuite, on vient bloquer avec la deuxième vis ici notre plateau. Donc là, on vient centrer le disque sur le plateau. Et une fois qu'on est centré, c'est hyper important, hein. Le centreur, c'est obligatoire quand on fait ça, hein. Si vous ne centrez pas, en fait, quand vous allez remettre la boîte passera pas au centre et du coup, elle rentrera jamais dans le roulement qui est au bout. Donc sans ça, vous pouvez essayer de remonter l'embrayage, mais sauf un grand miracle qui arriverait, c'est impossible. Donc là, on vérifie que tout est bien centré. Là, il est parfaitement centré. Donc maintenant, je peux le repositionner sur mon volant moteur. Je sais que mon mécanisme, mon disque
va arriver pile en face de mon roulement pilote. Roulement pilote qui arrive, souvenez-vous sur la boîte, on vient attraper le mécanisme et ensuite on vient s'enfoncer dans le roulement pilote. Si on n'aligne pas, on aura forcément un décalage quelque part et ça ne rentrera pas, j'insiste. Donc là on a le couple ici, 25 newtons. Alors sur le volant moteur, vous voyez, vous avez 3 détrompeurs. Vous en avez forcément des détrompeurs sur un volant moteur. Donc là on vient regarder où est-ce qu'on est pour bien s'aligner sur les 3. Là, on va venir comprimer doucement le mécanisme. Et seulement une fois qu'il est comprimé définitivement, on peut retirer le centreur. Sinon, il y a un risque qu'il vienne se bouger et qu'on ne puisse pas remonter la boîte. Voilà, donc là, mon mécanisme est totalement plaqué. Maintenant, je vais rapprocher toutes les autres et je fais mon serrage au couple. Hop là. Bon les amis, nouveau jour de tournage pour nous. Tout est prêt, on a changé les joints SPI, on a réparé la boîte. Normalement c'est bon, ça doit pouvoir se reposer. Alors là on a préparé un petit joint ici, parce qu'une fois que la boîte est posée, on ne peut pas venir le faire. Donc là on l'a préparé, maintenant on va s'attaquer à remettre la boîte. Pour remettre la boîte, on va bien en chier pour 2 raisons. Déjà parce qu'elle n'est pas facile à mettre et de 2 parce que j'ai le dos totalement bloqué. Donc Marion va me filer un coup de main à remettre la boîte. Sinon, autant vous dire qu'aujourd'hui on ne peut pas la remettre. Il va falloir dans un premier temps qu'on tourne la boîte parce qu'en fait cette cloche-là ne passe pas dans le tunnel du Jeep. Donc en fait il va falloir qu'on la tourne pour qu'on l'amorce dans le mécanisme, ensuite qu'on la remette dans sa position et qu'on l'enfile la queue de boîte dans le fameux roulement pilote sur notre vilebrequin. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on ne va pas tout vous filmer et tout vous détailler parce que ça peut prendre approximativement 20 minutes, comme ça peut prendre approximativement 2 heures selon comment ça se passe. C'est toujours les aléas de boîte. Donc on va vous mettre sur un trépied et nous on va s'affairer à repositionner la boîte. Donc les amis, c'est parti, on embarque tout ça. Vas-y, vas-y, vas-y. Attends, vas-y. Je pense qu'on va réussir à la monter direct là. Alors, la queue de boîte, elle est où? Ok, vas-y, lève. Là, je vois avec mon miroir. Vas-y, lève. Vas-y, lève. Pose, descends un peu le cul de la boîte. Parce que la platine là, elle nous fait chier, elle nous fausse un peu le truc. Donc, il faut que ça soit là. Tu prends ces 2 repères là et à mon avis, on serait à 90% pas mal. Elle y va? Oui. Comme ça, on va pouvoir visser et après, il n'y a plus qu'à pousser. Bon, là, ça y est, on a réussi à renquiller la boîte. Bon, je vous avoue, pas sans mal. Hein. On en a passé une bonne heure, je pense. Pour pas dire 1h30. On a fini par retirer tout le pommeau de vitesse là-haut parce qu'en fait, ça venait embuter. Ça nous empêchait de pouvoir lever le cul de la boîte. Ensuite, il y avait une petite équerre ici qui tient un câble ou je sais pas quoi. Pareil, ça nous empêchait de pouvoir lever la boîte. Il manquait 1 centimètre, donc on a retiré l'équerre qui sert à rien. On a retiré le pommeau de vitesse et là, on a réussi à la rentrer. Donc là, on met juste des vis en sécurité et ensuite, on s'attaque au serrage de la boîte. Voilà, donc là, j'ai mis 5 vis. Je vais serrer mes 5 vis qui va permettre de pouvoir retirer le cric de fosse. Et puis après, on remet la multitude de vis, le récepteur d'embrayage. Voilà, donc là, le moteur, avec le poids de la boîte, va tranquillement s'écraser un peu, voilà, on le voit. Oui, mais je le laisse porter comme ça. En fait, ça me donne l'accès pour aller chercher mes vis du dessus. Mais il ne faut surtout pas que je retire totalement le cric de fosse, parce qu'en fait, j'ai un support ici qui vient. J'ai une traverse qui vient poser ma boîte. Sinon, c'est un coup à arracher les supports moteurs. Mais là, ça me donne du coup toute la place pour pouvoir travailler. Bon, maintenant, on s'attaque au serrage au couple. Donc là, c'est 38 newtons inscrit dans l'RTA. Voilà. Là, il y a une multitude de vis plus ou moins bien placées. Là, on va pouvoir remettre notre récepteur d'embrayage. Et là, maintenant, je viens pousser mon cylindre. Voilà.
Et en fait, c'est la compression de ça qui fait que la bille, la fameuse bille sur la fourchette, ne peut pas partir. Tu peux avoir la fourchette qui casse une fois, mais pas deux. J'espère jamais dire, ah bah si tu peux deux fois. Maintenant, il nous reste à remonter toute la tringlerie de boîte. Et puis après, on va s'attaquer à remonter les arbres. Donc là, je remonte le système de tringlerie pour le 4x4. Donc 2 roues ou 4 roues. Hop là. Voilà, ça tout va prendre sa place définitivement. Ça fait du bien là quand tu commences à retirer les supports. C'est-à-dire que tout tient tout seul. Bon, maintenant on descend la bébête et on va remettre le pommeau de vitesse et refaire l'étanchéité. Ensuite on relève et on remet tout ce qui est capteur de marche arrière, capteur de compteur, tout ça. Ensuite on remet les arbres et puis ça roule. Voilà. Il ne reste plus grand chose à faire. Après il va falloir quand même remettre en huile. C'est que des choses qui se passent bien là. Il n'y a plus de choses qui ne peuvent plus bien se passer. Donc là maintenant que c'est remis, on teste que tout fonctionne. Donc allez, 1, 2, 3, 4, 5. Et la marche arrière, je sais plus où elle était. Comme ça, fallait que j'appuie. Non, faut faire un tour en droite. En bas. Voilà. Ok, donc là toutes les vitesses elles passent, donc le pommeau est bien remis. Bon, donc là on reprend notre arbre de transmission et on vient remettre tout ça. Donc là on a l'arbre avant qui va relier du coup le différentiel avant avec la boîte de transfert. Voilà. Alors, j'ai le contre-jour, je vois pas grand chose. Alors faites gaffe, pour information, les arbres c'est équilibré. Je sais pas si vous allez voir la caméra, mais dessus il y a des plombs, notamment ici on les voit bien ceux-là. Donc c'est comme une roue, il faut le remettre exactement à la bonne place. Si vous ne le mettez pas à la bonne place, l'équilibrage il est plus bon. Bon, donc là maintenant on met l'arbre arrière, qui est proportionnellement presque plus léger d'ailleurs, je pense qu'il est creux. Donc là, hop, le nouveau joint spi. Voilà, on fait attention à ne pas l'abîmer. Tac. Et là on vient reposer notre partie croisillon dessus. Voilà. Hop là. La boîte de transfert, on remplit par là. Je vais juste recontrôler mes serrages parce que je ne sais plus si on avait bien resserré, échangé les joints. Mais on démonte là par débordement et la boîte de vitesse, pareil ici. Hop, on a une petite vis. Donc là on a la vidange ici et on a le remplissage juste en haut par débordement. Boîte de transfert qui envoie. Alors boîte de transfert, pourquoi boîte de transfert? Pour la simple et bonne raison que ça transfère le couple de la boîte, enfin la transmission de la boîte vers nos deux ponts. Donc ça s'appelle une boîte de transfert. Voilà. Donc là on remplit jusqu'à ce que ça dégueule et ensuite c'est tout bon. Pour ça, dans cette boîte là, il nous faut de la Dexron, de l'huile de boîte automatique. Donc là, bien évidemment, on prend l'huile de chez Syntix, ATF Dexron 6. Je vous mets les liens en description de la vidéo pour ceux que ça intéresse. Et nous, c'est parti, on remplit tout ça. Je crois qu'il y va 1,7 litre de mémoire. Je crois même que c'était inscrit sur le bloc. J'étais à deux doigts d'oublier le MCR, quoi. Franchement, ça on perd sur cette chaîne. Donc le MCR, pour ceux qui ne connaissent pas encore, ils vont bientôt connaître. Additif anti-friction, impressionnant. Compatible moteur, boîte, pont,
peu près tout ce qu'il y a de l'huile. Direction assistée. Hop là. C'est tout bon. Maintenant, on va s'attaquer à la boîte manuelle. Alors pour la boîte manuelle, pas de seringue. Je prends mon petit appareil qui remplit à la main. C'est génial. Donc là, même topo. On ajoute d'abord l'additif anti-friction. Et ensuite, on remplit la boîte. Alors pourquoi mettre l'additif anti-friction avant? C'est relativement simple. Vu que ça se remplit par débordement, ça évite que l'additif déborde quoi. Vu que c'est plus cher que l'huile. Bon, alors là j'utilise ma machine pneumatique parce qu'ici on travaille en pneumatique. Mais il y a la même machine en manuel pour ceux qui n'ont pas de compresseur et qui franchement je trouve hyper pratique. Donc là j'utilise pareil la 7590 de chez Syntix. On en a pas mal parlé. Donc si ça vous intéresse, il y a une vidéo dédiée à Syntix pour vraiment comprendre d'où vient cette marque et ce que fabrique cette marque. Tac. Et là, vous allez voir, c'est très fatigant. Vraiment, ça c'est un peu un truc de feignant. Mais... Et là, ça remplit tout seul. Bon, là ça y est, on est full. On rebouchonne. Bon, remise en huile, c'est ok. Bon alors en fait on a eu un petit problème de micro, du coup le rush n'a pas été sonorisé. Donc soit je vous ferai une petite voix off, soit je vous passerai ce petit épisode là pour vous expliquer. On a effectué le réglage des freins. Au niveau du réglage des freins, vous vous souvenez quand on a refait les freins, il y a une petite molette de réglage qui se trouve derrière. Et on est censé avoir un réglage automatique pour venir peaufiner. Le réglage automatique, il nous manque la petite pièce qui est quasi introuvable, on l'a commandé, mais le temps qu'elle arrive, on ne peut pas attendre. Donc ça arrivera soit dans une prochaine vidéo, soit on le fera en off. Mais donc là, il y a le réglage d'approche des garnitures sur le disque et également le réglage de frein à main. Pour approcher les garnitures au plus proche du tambour, en fait c'est très simple. On prend notre tambour comme ça. Je dis à main, on appuie à 25%, à 50%, 75%, 100% sur la pédale. Et en fait, selon ça, je règle via la petite molette qui se trouve derrière. Donc hop, je vous mets la lumière là. Alors, la lumière, elle est en train aussi de nous lâcher. Voilà, la petite molette au bout de mon tournevis. Je viens peaufiner pour avoir la même résistance à gauche et à droite. Une fois qu'à 25, 50, 75, 100%, j'ai à peu près globalement, parce qu'en fait, idéalement, il faudrait un banc, notamment comme au contrôle technique, pour voir le pourcentage exact de chaque frein. Mais à la maison, on n'en a pas. Donc, une fois qu'à la main, on sent qu'à 25, 50, 75 et 100, on a la même résistance partout, sachant qu'à partir de 75, ça doit être très dur et à 100, ça doit être impossible à bouger. On va dire qu'on a la base de départ. Il ne faut pas vouloir trop en faire dès le début parce que sinon, il y a aussi besoin que ça prenne sa place. Les garnitures vont avoir besoin de prendre sa place. C'est comme des plaquettes de frein. Les premiers freinages vont avoir tendance à être puissants parce que dessus, c'est rugueux. Donc, il faut que ça prenne sa place. Le risque, c'est si on est trop proche, on va venir faire chauffer nos tambours. Donc, faire un réglage plutôt soft et faire un réglage, je dirais, après 10-20 km, une fois que tout s'est bien mis en place. Donc là, on a fait un réglage, on va dire, dégrossi. Ensuite, on a ici le réglage des câbles de frein à main. Donc là, pareil, marion tiré. Et pour qu'on soit à peu près à la moitié du frein à main, il fallait qu'on soit tendu. Donc du coup, on a réglé la précontrainte sur nos deux câbles via cette petite tige filetée. Donc là, le réglage de frein à main est OK. Le réglage des tambours est partiellement OK parce que je ne vais pas le laisser comme ça. On va aller rouler et après en off, on va venir repeaufiner ça. Mais du coup, là, on est tout bon. Donc on resserre les cales aux couples, on remet les roues et il va pouvoir enfin retrouver sa position sur 4 roues. Bon donc là, il va pouvoir retrouver ses 4 roues. On va le sortir histoire de remonter la console centrale. Ça, on ne va pas vous le filmer. Et nous, on va se retrouver après pour un petit essai routier pour vérifier que tout fonctionne nickel. Voilà. Comme ça, pour travailler, ça va être plus facile. Et ben nous, on remonte tout, puis on se retrouve pour un petit essai routier. Bon les amis, premier démarrage du Jeep. Enfin, pour deuxième démarrage, qu'on l'a démarré à l'intérieur pour le sortir. De ce côté-là, c'est bon. Là, on va aller faire un petit essai routier. On doit aller chercher du câble pour le projet Mégane. J'ai pas envie de laver toute la dalle.
Alors hop, alors ça fait déjà extrêmement bizarre parce que l'embrayage du coup est tout neuf. Du coup on n'a plus la garde qu'on avait avant. Oh la vache, l'embrayage ça change, ouais. L'embrayage était tellement fusillé que ça fait vraiment bizarre de reconduire. Ok. Alors je regarde si ça freine pas trop au niveau des freins. Qu'on brûle pas les disques. Au niveau du freinage, ça semble plus puissant. Ce qu'il faut faire gaffe, c'est qu'on n'a pas de frein qui freine trop, sous peine de venir faire chauffer les étriers. Alors la pauvre voiture qui est derrière blanche, à mon avis, ça y est, son pare-choc est déjà devenu noir. Parce qu'en fait, l'échappement qu'on a remis, il était rempli de suie. C'est pour ça que je l'avais dégagé de base. Et Marion l'a remis pour le silence. Le seul problème, c'est qu'il n'a pas roulé depuis à peu près 2 ans. Donc la suie, elle s'est bien décollée. Donc je vous dis pas, quand on a redémarré, ça a fait un peu de fumée, quoi, tu vois. Alors ce qu'on va faire, c'est que là, pour l'instant, tout marche nickel. Je vais m'arrêter à un endroit pour vérifier que les freins arrière ne chauffent pas. Au niveau de la boîte de vitesse, les vitesses passent impeccables. Donc l'embrayage, c'est tout bon. Et au niveau du frein, ça a l'air de freiner quand même beaucoup plus fort. Alors là, on a effectué la purge, hein. On est le lendemain par rapport à la fin du dernier rush. Et on est le lendemain d'ailleurs avec la toute nouvelle caméra. Donc je sais pas ce que ça a donné, on est en train de faire les premiers essais. Et du coup, on en a profité pour purger les étriers arrière parce que ça a freiné uniquement au 2e coup de pédale. Et là, maintenant, ça freine nickel dès le premier coup. Là, ça a pas l'air de me ralentir trop, je me mets en roue libre. J'ai pas l'air d'avoir trop de frein. Parce que dès que je déclenche mon frein à main, voilà, là je sens que ça freine. Bon, je vais quand même m'arrêter sur la route pour effectuer un petit contrôle. On n'a pas remis la console centrale, hein, c'est parce que les souris avaient fait un petit nid ici, donc Marion elle a nettoyé avec la shampouineuse. Et du coup faut attendre que ça sèche, donc on a remonté ça juste comme ça pour pouvoir rouler et effectuer nos premiers essais. Bon, on va s'arrêter là en haut de la côte, comme ça on a fait à peu près 6-7 km. Alors vous allez voir que j'ai pas pris mon pistolet thermique, donc ma méthode pour vérifier si les freins chauffent pas trop n'est pas très conventionnelle, mais elle fonctionne. Première chose à vérifier, température des pneus. Deuxième chose, température des jantes. Troisième chose, pistolet thermique ou molar. C'est chaud. Celui là-bas est un peu chaud, celui-là est bon. Donc celui là-bas, la garniture serait un peu trop serrée. Effectivement, l'autre je peux le toucher, celui-là est un peu chaud. Ok, j'ai fait un tour complet en moins. Bon, on reprend le volant et c'est parti, on va rouler. Bon, il était chaud mais pas au point d'être dangereux, il n'y avait pas une grosse friction. Après ce qu'il faut faire attention aussi, c'est que c'est tout neuf, donc ça a besoin aussi de se mettre en place. Ça va s'user un peu comme des plaquettes neuves, donc il va y avoir aussi besoin de refaire un réglage, je pense, d'ici une centaine de kilomètres. C'est pas normal, hein. Voilà, il y a le revêtement de la garniture qui a besoin de s'user un petit peu, et il y a aussi l'usinage qui est tout neuf. L'usinage, quand c'est tout neuf, c'est un peu rugueux et après ça va venir un peu se polir. Et au fur et à mesure que ça se polit, bah, la friction baisse et c'est là où on a besoin de venir lécher vraiment au plus proche le frein. Bon, en tout cas les amis, ça y est, on a fait une quinzaine de kilomètres, tout va bien, le freinage impeccable, l'embrayage impeccable. Et bien les amis, j'espère que cette petite série de vidéos sur la remise en état de ce Jeep Cherokee XJ 2 litres 1 télé avec le bon vieux moteur Renault vous a plu. En attendant, n'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram, tous les liens sont en description de la vidéo. Et puis n'hésite pas, si tu aimes la mécanique, que tu aimes la préparation moteur, que tu aimes les belles voitures, et bah abonne-toi, mets la petite cloche, et puis on se retrouve très prochainement sur ma petite chaîne YouTube. Et en attendant, bah nous on va profiter un petit peu de ce Jeep, en espérant ne pas vous le refilmer tout de suite. Allez les amis, à très bientôt, ciao.